Salut tout le monde, c'est Déborah, mais aujourd'hui je serai pas seule. Après notre top 10 des films de Quentin Tarantino, qui nous avait déjà bien fait pleurer et transpirer, enfin surtout Antoine, c'est le retour des 7 mercenaires d'écran large qui s'attaquent cette fois à la filmographie de James Cameron. J'ai dit 7 pour la ref au film de Sturge, mais en vrai on sera que 6. Enfin 7 si on compte notre monteur Mathias. Avant de commencer, je précise juste que comme c'était suffisamment la guerre et la galère pour départager les films de Cameron, on a laissé de côté ses documentaires ainsi que Piranha 2 parce que c'est un cas trop particulier. Il est bien crédité comme réalisateur, mais a surtout subi les ingérences de son producteur qu'il a écarté dès le début du tournage. Donc voilà, on lui rend juste l'appareil en ne l'incluant pas. Allez, sans plus tarder, voilà notre classement des 8 films de James Cameron, du pire entre guillemets au meilleur. En 8e et dernière position, quoi ? On a vraiment mis Avatar en dernier ? Mais qu'est-ce qui va plus dans cette rédaction ? Skahang Ra'alu. Bon, pour être clair, ce classement ne cherche pas à dévaluer certains films du maître Cameron, perso je les aime tous, mais il faut bien faire des choix, ce qui a amené mes collègues à ce qu'Avatar soit tout en bas de la liste à mon grand désespoir. Cela dit, il convient de rappeler à quel point le cinéaste a réussi à faire de son projet post-Titanic longuement attendu un événement à la hauteur de l'attente, tout en faisant comprendre au public qu'ils allaient assister à quelque chose d'inédit qui allait durablement bouleverser l'industrie. Dès ce plan introductif où la brume et les arbres de Pandora semblent se répandre en dehors de l'écran, le mouvement instigé par Avatar incite à un lâcher-prise total, un abandon des sens et de la raison permis par une mise en scène d'une sophistication impressionnante. Parce que s'il y a bien un truc qui définit le cinéma de Cameron, c'est l'ingratitude inévitable de certains de ses spectateurs. Chez Cameron, tout est hyper contrôlé, pour donner la sensation d'une simplicité de l'image, du découpage et du scénario qui ne requiert aucun effort immédiat de notre part. Et c'est pour ça que beaucoup voient dans Avatar un récit abscon sur le colonialisme et une relecture pas bien finaude d'un western, sous prétexte qu'il n'y aurait pas de grande tirade explicite sur la thèse du film. Ce que cherche Cameron, c'est à nous imposer l'évidence mythologique de son imagerie et la laisser infuser une fois qu'on est sorti de la salle. On accuse souvent Avatar de simplisme alors que sa fabrication relève d'une minutie extrême pour que nous, spectateurs, profitions juste de la fluidité de son immersion. Revoyez juste les 15 premières minutes, c'est du pur génie d'exposition par l'image et le montage. Après, je suis bien contraint d'admettre que ce monument de world building organique a un peu plus de mal du côté de l'émotion, la faute à de nombreux personnages laissés sur le bord de la route, et je pense notamment à Grace qui a plus à se mettre sous la dent dans les versions longues. Donc ajoutez à ça la structure classique du récit, et ça explique pourquoi Avatar est aussi bas dans la liste. Néanmoins, impossible pour moi de ne considérer le film qu'à l'aune de sa révolution technologique qui a imposé à elle seule la projection numérique et la 3D dans les salles du monde entier. Bien sûr, la qualité des effets visuels et de la performance capture reste intestable aujourd'hui, et Neytiri m'émeut beaucoup plus que pas mal de vrais comédiens, mais tout ça est au service d'un sens du merveilleux sans limite qui défie la gravité, la profondeur de champ pour remplir chaque centimètre carré de Pandora et nous rappeler par la même occasion le véritable environnement qu'on est en train de détruire sur notre chère planète bleue. Mais bon, au moins je suppose qu'Avatar 2 est beaucoup plus haut dans le classement. Basique. Pour moi, Avatar 2 est un miracle inespéré. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est très haut dans mon classement personnel. 13 ans après le premier film, James Cameron devait à nouveau faire ses preuves avec sa suite en trouvant un équilibre entre le familier et le renouveau. Alors pour certains, La Voix de l'eau souffre d'une histoire qui se veut le miroir du premier volet. Les humains sont de retour sur Pandora pour tout casser et Jake Sully rejette ses responsabilités guerrières avant de se rendre compte que ce n'est plus possible. Mais c'est tout le but en fait. En inventant sa propre mythologie, Avatar digère des images, des symboles et réécrit une certaine idée de l'humanité dans une universalité bouleversante, ce qui fait totalement sens dans une histoire où les humains et les Na'vi sont plus que jamais connectés, voire hybridé. En voyant le jeune Lo'ak être avalé par le Tulkun Payakan, qui reste d'ailleurs le meilleur personnage de cinéma de ces dernières années, je le signe, on peut penser à Jonas et aux poissons géants de la Bible, alors que se tissent les maillages de cette toile d'araignée. Et puis la répétition d'Avatar 2, elle reflète aussi le désespoir politique du film. Les erreurs se répètent, l'apocalypse approche et les Na'vi doivent de nouveau prendre les armes pour sauver ce monde numérique parfait. Cameron se voulait encore un peu optimiste et pédagogue dans le message écolo du premier film, mais là, on passe à une autre étape. La révolution est essentielle
et ça passe peut-être par l'extinction nécessaire de nous, connards d'humains. L'air de rien, Avatar 2 est un vrai et grand film politique, à l'heure des blockbusters peu concerné par la marche terrifiante du monde. Si son art du remix peut avoir ses limites, La Voix de l'eau exploite surtout ce tissu de référence pour porter sa narration, centrée sur la notion de transmission et de transition, qu'elle soit familiale, identitaire ou en lien aux éléments de la nature. Alors mes camarades trouvent qu'il y a trop de persos et que certains se voient sacrifiés au passage, mais en faisant incarner à Sigourney Weaver l'adolescente Kiri, Cameron transcende le postulat technique du premier Avatar. La performance capture permet de s'affranchir définitivement des limites du tangible, pour mieux nous renvoyer au besoin de protéger la réalité de notre monde. Et quand ce monde est réalisé avec les meilleurs CGI qui soient, perso, genre demande. Non mais vous vous rendez compte de la qualité du rendu de l'eau? Alors j'entends déjà Geoffrey et Julie dire « Oui mais bon, le climax il a juste refait celui de Titanic en moins bien. » Est-ce que dans Titanic il y a une baleine extraterrestre qui utilise le câble d'un harpon pour couper le bras d'un braconnier? Je crois pas, non. En 6ème position, on trouve True Lies, qui est en général dernier des classements qu'on trouve ici et là sur le net, peut-être à cause de sa caractérisation pour le moins compliquée de ses antagonistes terroristes et sa description aussi parfois compliquée de la rédemption maritale. Et oui, c'est terrible, on ne peut plus rien dire, on ne pourrait plus le faire aujourd'hui, etc., etc. Mais peut-être que si on le faisait aujourd'hui, en réalité, on évacuerait ces maladresses pour se concentrer sur le plus important, la comédie d'action archi-explosive. Remake de la totale de Claude Zidi, et oui, 30 ans après, ça reste bizarre de le dire. Albert, j'écoute. Einstein, dans 2 minutes, il y a un missile qui va s'écraser sur le Parc des Princes. True Lies est assez typique de cette période où le divertissement réganien blindé de gros bras et de bazooka perd de sa vitalité et où de gros cinéastes bien bourrins en profitent pour tirer sur l'ambulance et se moquer gentiment de la formule. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il le fait bien. De toute évidence, plus mineur thématiquement que d'autres films de la filmo de Cameron, il laisse apparaître plus évidemment que jamais les ficelles archi efficaces de son cinéma, et notamment le concept de triple climax, réduisant progressivement l'échelle jusqu'à titiller l'intime. Celui-ci est absolument jouissif avec cette longue poursuite incroyable qui constituerait le dernier acte de n'importe quel blockbuster de qualité, mais qui ici est suivi par une baston à dos d'hélicoptère mémorable, et de ce qui est peut-être ma réplique préférée de tout Schwarzenegger. You're fired. Et enfin, il y a ce plan fantasme de gros bourrin au cœur tendre démontrant le talent de Cameron pour l'emphase. Enfin, il y a ici une occasion de souligner le talent aussi de Cameron pour la direction d'acteur. Il avait déjà utilisé le physique de Schwarzy parfaitement dans Terminator, il avait retourné sa stature dans le 2 et il parachève ici la métamorphose avec cet agent super fort mais dont les petits défauts trahissent une humanité qui ne reste pas longtemps cachée. Jamie Lee Curtis trouve là un de ses meilleurs rôles et parvient à tenir la dragée haute, un action héros bien à l'ancienne, malgré son personnage de femme 2. La fameuse scène de la danse nocturne aurait pu être archi gênante, mais elle est absolument incroyable, surtout avec l'anecdote de la chute pas du tout prévue, formidable moment d'improvisation. Enfin, difficile de ne pas toucher un petit mot sur le regretté Bill Paxton, génie capable de tout jouer pour Cameron, y compris un kéké mythomane rapidement humilié, ça donne encore envie de le revoir. À la 5e place, on retrouve Titanic, parce que des gens peu recommandables dans cette rédaction, Antoine et Mathieu, l'ont mis à la fin de leur classement. Perso, chez moi, il est 2e ou 1er selon mon humeur et la météo. C'est pourquoi je vais avoir beaucoup de mal à résumer l'importance et la grandeur de ce film en moins de 2 minutes. Et si j'ouvre un peu trop les vannes, je vais commencer à vous parler du rôle qu'a joué Jack Dawson dans ma conception de l'homme parfait, donc je vais plutôt laisser les chiffres étourdissants parler d'eux-mêmes. Titanic, c'est 3h15 de grand spectacle hollywoodien. 11 Oscars, un budget record pour l'époque estimé à 200 millions de dollars et 1,8 milliard de dollars au box-office mondial, 2,2 milliards si on compte les ressorties. C'est aussi 5 ans de préparation, près de 7 mois de tournage, 12 plongées préliminaires aux abords de l'épave, un bassin de 85 000 mètres cubes et une réplique grandeur nature de 236 mètres. Et j'allais oublier les 18 millions d'exemplaires vendus pour la chanson de Céline Dion. De Titanic, on retient aussi les costumes à tomber par terre. D'ailleurs, je rêve toujours de porter cette robe, sans oublier la musique incroyable de James Horner qui me file la chair de poule à chaque fois que je l'écoute, les dizaines de répliques cultes, des débats à n'en plus finir sur la porte alors qu'en vrai on s'en fout, et évidemment le sacre de l'immense Kate Winslet qui n'avait que 21 ans au moment du tournage. En fait, Titanic c'est un peu le dernier dinosaure de son espèce.
Un film aux ambitions colossales qui a nécessité des moyens vertigineux et a permis quelques prouesses techniques, mais qui compose aussi avec les nouveaux procédés numériques de l'époque, amorçant ainsi une nouvelle ère technologique et plus globalement une autre façon de penser et fabriquer le cinéma, ce que Cameron poursuivra de façon encore plus évidente avec Avatar. Bref, il y a encore 1000 autres choses à dire sur Titanic, encore 1000 anecdotes à raconter et donc 1000 raisons de l'adorer. On en arrive enfin au film qui est, personnellement, mon James Cameron préféré, et de loin. Mais bon, à cause de mes collègues, nous voilà donc rendus à la 4e place de ce classement. Écrit par un James Cameron animé d'une inspiration Philip K. Dickienne, Terminator est une sorte de slasher de science-fiction qui vient redéfinir la nature et l'apparence du robot humanoïde dans l'esprit collectif. Là où Blade Runner avait, 2 ans auparavant, déjà abordé des thématiques similaires, Terminator explore tout le potentiel horrifique d'un corps métallique surpuissant et de la perspective d'une apocalypse technologique tristement crédible. Réalisé avec seulement 6 millions de dollars, grâce à la productrice Gail Ann Hurd qui croyait au projet, Terminator trouve le moyen de parler de catastrophes planétaires, de robotique ultramoderne et de voyage dans le temps en ne montrant 3 fois rien, et en se concentrant sur ses 3 protagonistes. Et le pouvoir d'évocation fonctionne du feu de Dieu, parce que l'atmosphère noire, la violence simple des scènes d'exécution et l'impassibilité totale du Terminator confèrent au film une tension sans égale. La personnalité de l'œuvre est définie, elle, par la sublime partition de Brad Fiedel, qui alterne entre ses désormais célèbres percussions militaires oppressantes et sa plainte mélancolique au synthétiseur. Au casting, Arnold Schwarzenegger trouve sans doute le rôle le plus intéressant de sa carrière. Certes, monolithique, le travail de sa gestuelle et de son expression faciale pour donner vie à cette armoire à glace chromée et d'une précision terrifiante. Dans les rôles devenus iconiques de Sarah Connor et de Kyle Reese, Linda Hamilton et Michael Biehn sont si évidents qu'ils ne réussiront jamais à complètement dépasser cette acmé de leur carrière. Des personnages d'amants shakespeariens du futur qui rappellent que Terminator, comme la plupart des films de James Cameron, reste avant tout une grande et angoissante histoire d'amour. En 3e position, on a Terminator 2. Ah, Terminator 2. Nous avions fait un sondage sur notre serveur Discord et il était arrivé en tête. Il faut dire que c'est un grand film populaire au sens noble du terme, ainsi qu'une suite pour le moins ultime. Alors oui, je suis à peu près certain que Geoffrey dira la même chose d'Aliens, et il aura bien raison. Mais Terminator 2 a quasiment des airs de cas d'école à ce niveau. C'est presque un tutoriel. Comment faire à la fois exactement la même chose et exactement l'inverse. Voilà, j'enfonce des portes ouvertes, mais troquer le T-800 méchant contre le T-800 gentil, c'est génial. Troquer le post-apocalyptique désespéré pour le pré-apocalyptique plein d'espoir, c'est génial. Troquer l'horreur pour l'humour, c'est génial. Troquer l'armoire à glace pour le liquide, c'est génial. Bref, tout est génial et je suis incapable de ne pas chialer ma race quand Schwarzy descend dans la lave alors que j'ai déjà vu le film au moins 18 fois. Je pourrais vous parler 15 plombes des visions de destruction ahurissantes du film qui ont marqué au fer rouge l'imaginaire populaire ou bien sûr du personnage de Sarah Connor qui bat en brèche tous les standards hollywoodiens de l'époque pour fabriquer une véritable Cassandre survivaliste américaine absolument fascinante. Mais vous connaissez déjà, et puis chaque visionnage révèle une nouvelle tranche de génial. Pour ma part, ce qui m'a le plus marqué la dernière fois, c'est à quel point le film est lucide à propos de la transition du cinéma mainstream à laquelle il participe. On a souvent dit que Last Action Hero, Die Hard 3 dans une moindre mesure bien sûr, mais aussi True Lies, faisait office de baroud d'honneur des gros bras réganiens, comme je le disais auparavant. Mais quelques années plus tôt, T2 racontait quand même comment un pur personnage de cinéma, usant de sa stricte force brute, se fait surclasser par un spectacle bien plus insidieux, métamorphe et surtout rapide. Évidemment, il y a un lien avec la révolution qu'a été le film en termes d'effets, mais aussi avec une certaine transformation esthétique et scénique qui va atteindre son acmé dans les années 2000. Toujours visionnaire le Cameron. Trop, presque. En 2e position, il y a Alien, le retour, qui méritait absolument la première place parce que c'est un chef-d'œuvre. Mais encore une fois, la démocratie, blablabla. Alors pour moi, Alien représente à merveille une certaine idée de la perfection à la James Cameron. C'est un film d'action, c'est un film de guerre, un film d'horreur, un film féminin, et surtout c'est un modèle d'écriture sous forme de grand 8 sensationnel réglé comme un métronome. Alien est pourtant né dans la douleur. À l'époque, James Cameron avait attiré l'attention des producteurs avec le scénario de Terminator, son vrai premier film, mais la Fox avait des doutes et des peurs.
sur James Cameron, sur sa productrice Gaylan Hurd, sur le budget et sur le salaire que Sigourney Weaver allait demander. Par conséquent, le développement a été une épreuve de force et le tournage aussi. L'acteur qui jouait Hicks a été viré à cause de problèmes de drogue, le directeur de la photo a été viré parce qu'il n'était pas d'accord avec James Cameron, et le premier assistant réalisateur a lui aussi été viré, puis réengagé, parce que ça avait provoqué une espèce de mutinerie sur le plateau. Et c'est grâce à Sigourney Weaver et la productrice Gaylan Hurd qu'une trêve a été négociée, mais bon, tout ça appartient à la légende puisque le film a été un immense succès. En prenant le contre-pied absolu du premier Alien, James Cameron a créé à mes yeux la suite parfaite, celle qui échappe à la comparaison en écrivant sa propre histoire. Le S du titre ne concerne pas simplement les pelletés d'aliens en plus, puisqu'ici tout est multiplié, la taille du décor, le niveau de décibels, le nombre de personnages et de conflits. Si Ridley Scott jouait sur l'imagination et l'attente avec un xénomorphe silencieux filmé comme une créature éthérée, James Cameron braque un projecteur sur les aliens qui transforment en bétail des enfers. Avec un sens du tempo implacable, le réalisateur et scénariste alternent les affrontements sauvages comme par exemple l'arrivée dans le nid, l'attaque du labo ou la bataille avec la reine évidemment, et les moments d'accalmie et de silence. Et c'est là qu'il donne à Alien sa véritable force, en développant le personnage de Ellen Ripley. Il construit son passé avec notamment la très belle scène coupée où elle apprend la mort de sa fille Amanda qui reviendra dans le jeu vidéo Alien Isolation, et il lui offre un présent avec la bataille pour Newt face à la mère des aliens. C'est d'une simplicité et d'une pureté formidable, et Sigourney Weaver y montre toute l'étendue de ses talents. N'oublions pas qu'elle a été nommée à l'Oscar de la meilleure actrice, et ça c'était amplement mérité. Et Alien, c'est aussi la musique de James Horner, les effets spéciaux et visuels, une galerie de second rôle parfait, un super travail sur le son et les bruitages, avec notamment le super détecteur de mouvement. Donc je le répète, Alien le retour est un chef-d'œuvre. Parole de quelqu'un qui l'a vu environ 55 fois. Dernier truc, oui, la version longue est vraiment mieux, sauf la partie où on voit la colonie avant l'invasion des aliens, parce que je trouve que c'est beaucoup plus efficace et excitant de découvrir tout ça dévasté aux côtés de Ellen Ripley un peu après. Mais à part ça, il n'y a rien à jeter. Et le premier de ce classement de James Cameron est donc Abyss, et comme c'est mon préféré, j'en suis plus que ravi personnellement. Parce que face à la popularité des sagas Alien et Terminator, ou de l'immense Titanic évidemment, j'ai toujours trouvé qu'Abyss était un peu oublié. Et ce n'est pas totalement illogique. Après tout, le film a subi le grand bazar de ses multiples versions, alors si je dois mettre les pendules à l'heure, une dernière fois, la Director's Cut sortie en 93 et d'une durée de 2h51 est la meilleure version. Et c'est celle qu'il faut absolument découvrir. Qu'il s'agisse de la relation amoureuse entre Bud, joué par Ed Harris, et Lindsay, incarnée par Mary-Elizabeth Mastrantonio, de la tension au cœur de la plateforme de forage sous-marine, ou de la plus grande ambiguïté sur la provenance des aliens, qui ne sont pas forcément des extraterrestres a priori, Abyss y gagne une ampleur impressionnante, accentuant la puissance de la plupart des scènes de la version cinéma. C'est notamment le cas de la scène de réanimation déchirante ou du grand saut dans les abysses du personnage de Bud, dont les échanges avec son ex-femme deviennent bouleversants au fur et à mesure de sa chute. Et si je n'en dirai pas plus sur le climax pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, la version Director's Cut permet de livrer un grand final plus cohérent, dont le message d'espoir est associé à une réflexion visionnaire sur la crise environnementale. Visuellement, en revanche, Abyss a toujours été une pure merveille. Si le film a été tourné en grande partie sous l'eau, permettant ce rendu ultra réaliste, Cameron a encore une fois dépassé les limites techniques de l'époque et construit tout un monde grâce à de nouvelles trouvailles technologiques. De la création d'un fluide respiratoire spécialement pour le film, en effet, c'est assez impressionnant, aux effets spéciaux révolutionnaires, le tentacule alien liquide, prémisse du T-1000 dans Terminator 2, Abyss est un alliage parfait de l'organique et du numérique, du réalisme et du fantastique. Bref, c'est à la fois un grand spectacle sous-marin et une romance intime très émouvante, une belle aventure de science-fiction et une confrontation paranoïaque en pleine guerre froide. On pourrait même dire qu'Abyss contient en fait tout ce que James Cameron a fait dans la suite de sa carrière, de sa fascination pour l'eau et ses profondeurs, de sa crainte d'une guerre nucléaire et des dérives de l'humanité, et enfin, de son espoir d'un avenir meilleur pour toutes les espèces. Bref, un top 1. Et voilà, c'était notre classement de tous les films de James Cameron. Vous n'êtes probablement pas d'accord et vous inquiétez pas, nous aussi on en a beaucoup débattu dans l'équipe. C'est pour ça qu'on a rajouté nos classements individuels à la fin de la vidéo, comme ça vous pourrez voir qui a osé mettre Alien et Titanic tout en bas. Je crois que c'est Antoine. Après Tarantino et James Cameron, on se demande si on doit continuer avec d'autres vidéos de ce type, sachant qu'on a plein de possibilités. David Fincher, Catherine Bigelow, Jane Campion, Paul Verhoeven, Guillermo del Toro, Paul Thomas Anderson, Paul W.S. Anderson, ou alors peut-être la formule des 10 meilleurs films pour les cinéastes qui en ont fait beaucoup trop pour tous les lister. En tout cas, on trouve ça amusant parce que, au-delà de classer les films,
Ça nous permet de revenir sur des œuvres et des carrières qu'on aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas non plus à vous abonner à Écran Large, bien évidemment. Pour quelques euros par mois, vous pouvez avoir accès à des articles exclusifs chaque semaine et vous nous aiderez à continuer à dire des conneries intelligentes dans les articles, les vidéos et les podcasts. Les détails sont dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé, revoyez Alien le retour parce que c'est le meilleur et à bientôt. Stop.